Je reprends donc mes fonctions de présidente du Conseil. Et j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à son Excellence Madame Thérèse Kaikavamba Wagner, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente, permettez-moi de vous féliciter pour la présidence de la Confédération suisse et d'exprimer la satisfaction de ma délégation à voir votre pays guider nos délibérations ce mois d'octobre 2024. Je salue aussi les efforts constants de son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies pour la paix en République démocratique du Congo. Mes remerciements vont également à l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, ainsi qu'à ma compatriote, Madame Sarah Kiamutabwe, pour son témoignage qui nous interpelle. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, ma présence ici aujourd'hui est un rappel de l'obligation sacrée de ce Conseil, celle de préserver la paix et la sécurité internationale. La République démocratique du Congo, comme tout État membre de cette organisation, doit bénéficier de la même considération. Or, la crise qui persiste à l'est de mon pays, orchestrée et alimentée par des forces extérieures, met en péril cette paix, non seulement pour nous Congolaises et Congolais, mais pour l'ensemble de la région et par ricochet pour la stabilité mondiale. Le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs est sans appel. Il met en lumière une situation sécuritaire qui se détériore, des tensions croissantes entre la RDC et le Rwanda et une crise humanitaire tragique. Ce rapport appelle à une mobilisation urgente et à un sursaut diplomatique pour restaurer la paix et répondre aux souffrances des populations. Après 12 années, force est de constater que les réunions et les rapports n'ont pas produit de progrès concrets. Madame la Présidente, cette crise n'est pas un simple accident de l'histoire. Depuis près de 3 décennies, le peuple congolais endure des souffrances indicibles et les mécanismes mis en place pour restaurer la paix, tels que l'accord-cadre d'Addis-Abeba, échouent face à la mauvaise foi de certains. Bien que cet accord ait été déséquilibré dès le départ, la République démocratique du Congo l'a signé dans l'espoir de ramener la paix à son peuple. Nous avons respecté nos engagements avec sérieux, mais nous attendons toujours que d'autres signataires, notamment ceux qui les enfreignent sans conséquence, soient enfin tenus responsables par ce Conseil avec la fermeté et la clarté nécessaires. Nous saluons l'adoption, le 21 juin 2024, du projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord-cadre, tel que mentionné dans le paragraphe 14 du rapport sous examen. Ce document sera examiné lors du 12e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi par les chefs d'État avant sa validation, comme précisé dans le rapport S/2024/700. Une fois encore, notre attente porte sur des actions réelles et non sur des promesses restées vaines. Madame la Présidente, la situation sur le terrain est alarmante et les chiffres du désastre humanitaire dans l'est de mon pays sont accablants. Près de 7 millions de Congolais sont actuellement déplacés, vivant dans des conditions de dénuement total, faisant de la RDC le pays avec la plus grande population de déplacés internes au monde. Le rapport de votre groupe d'experts confirme la présence de plus de 4 000 soldats des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, dépassant les effectifs du M23. Ainsi, le Rwanda, contributeur de troupes aux Nations Unies, s'ingère impunément dans les affaires de ses voisins en violation flagrante du droit international. Cette ingérence s'accompagne d'une série de manœuvres illégitimes visant à restructurer l'administration locale dans les zones occupées, notamment à travers des nominations d'autorités coutumières imposées par le M23 et soutenues par le Rwanda. Ces groupes cherchent à modifier les équilibres démographiques et culturels, notamment dans le territoire de Rutshuru. Ces actes sapent l'autorité de l'État congolais et instaurent une administration parallèle divisant les communautés. Par ailleurs, des transferts de population sont signalés sous couvert de mouvements de réfugiés.
que nous rejetons fermement. Le retour des déplacés et des réfugiés doit et sera uniquement encadré par l'État congolais avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour garantir des retours volontaires et dignes. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les limites de l'accord-cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires. Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Luanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur deux volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les deux volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanéité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement, la République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instamment l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage, du producteur à l'exportateur. Nous appelons également à la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. Enfin, je tiens à saluer l'initiative de la réunion du 1er octobre 2024 aux Nations Unies visant à accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour la réinsertion des éléments des groupes armés. Nous réitérons notre appel à un soutien substantiel pour ce programme, face aux défis posés par les groupes armés étrangers. Il est essentiel que chaque pays de la région prenne ses responsabilités, comme le fait la République démocratique du Congo, en mettant en place des mécanismes nationaux
pour gérer les groupes armés sur leur propre territoire, afin qu'ils retournent dans leur pays d'origine et libèrent ainsi la République démocratique du Congo, et en particulier sa population civile, d'un fardeau porté trop longtemps. Nous demandons également que ce Conseil charge l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs de fournir un rapport circonstancié sur cette question précise. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliqués dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme: la justice, la redevabilité et la paix. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC et je passe maintenant la parole au représentant du Rwanda. Madame la Présidente, merci de m'avoir donné la parole. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre présidence et votre direction à visée du Conseil. Je remercie Monsieur l'envoyé spécial, l'ambassadeur Chia Wang, de son exposé très complet. Et je reconnais également la présence de Madame Sarah Ntambwe. Merci de votre exposé de ce matin. Je salue également la présence de Madame Thérèse Kayokamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie et de la RDC, et du représentant de l'Angola. Je voudrais remercier les États membres qui ont pris la parole. Je voudrais tout d'abord réaffirmer l'attachement du Rwanda à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, signé en février 2013 par 13 pays et 4 institutions internationales et régionales, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. L'accord cadre était conçu comme une lueur d'espoir pour la RDC et la région. Nous étions convaincus que son application intégrale permettrait de sortir du cycle constant de conflits, de répondre aux causes profondes de l'instabilité et d'établir la confiance entre voisins. Et pourtant, plus d'une décennie plus tard, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que ceux que cet accord cadre devait résoudre. Le bilan de la mise en œuvre révèle des lacunes significatives avec plusieurs défis majeurs et plusieurs goulets d'étranglement qui viennent freiner le progrès. Selon le Rwanda, les espoirs de 2013 ne se sont toujours pas réalisés 10 ans plus tard. Le cessez-le-feu entre parties en conflit et le processus de Luanda, dirigé par son excellent João Lourenço, le président de l'Angola, sont de bonnes premières mesures qui doivent être soutenues par des actions concrètes et un engagement robuste de la part du gouvernement de la RDC. Madame la Présidente, chers membres du Conseil, ce cadre définissait une voie vers la paix et la stabilité. Mais la réalité sur le terrain semble présenter une réalité bien différente. Les composantes principales du cadre n'ont soit pas été mises en œuvre, soit pas suffisamment traitées, et cela inclut le désarmement, la démobilisation et la réintégration des groupes armés. Pire, un certain nombre des causes profondes les plus cruciales du conflit, comme une persécution ethnique et la présence de groupes armés étrangers illégaux, comme les FDLR, continuent d'alimenter l'instabilité de la région. La multiplication de groupes armés illégaux qui se sont multipliés comme des champignons dans l'est de la RDC est un défi majeur pour la paix dans notre région. Le FDLR, une milice génocidaire composée
de ceux qui ont perpétré le génocide contre les Tutsis rwandais en 1994, constitue le groupe armé étranger qui existe depuis longtemps dans l'est de la RDC. La FDLR et les groupes associés sont au cœur du conflit de la RDC et ont joué un rôle central dans la création et l'existence de plusieurs autres groupes armés. Un certain nombre de groupes armés Maï-Maï sont nés pour soutenir ce groupe et en sont devenus des intermédiaires comme les Nyatura et les Pareko, et un certain nombre d'autres. Au cours des 3 dernières décennies, les FDLR n'ont cessé de commettre des nettoyages ethniques, des violences sexuelles et des violations à grande échelle de droits humains dans l'est de la RDC. La neutralisation complète de ce groupe et son désengagement complet des forces armées de la RDC, donc les FARDC, est un élément central pour trouver une solution pérenne au conflit dans l'est de la RDC. Un élément particulièrement menaçant ici est l'idéologie génocidaire des FDLR, qui s'est diffusée dans la population congolaise par le biais d'intermédiaires comme Nyatura, Pareko, différents groupes Wazalendo et des troupes du Burundi alliées dans ce conflit. Nous voudrions souligner, chers membres du Conseil, que le débat au sujet du nombre de membres au sein des troupes des FDLR est trompeur. Un seul élément radical impliqué dans un génocide, véhiculant une idéologie terroriste, constitue une menace. Et c'est évidemment encore plus le cas en cas de milliers de personnes opérant avec le soutien de la RDC et combattant aux côtés des forces armées du Burundi, de la mission de la RDC, des mercenaires européens et d'autres groupes armés. Nous cherchons à avancer dans le même sens pour mettre en œuvre avec succès le processus de Luanda, pour revitaliser le processus de Nairobi. Mais il ne saurait y avoir de résultats tangibles si ces forces du mal ne sont pas démantelées de manière systématique, si elles ne quittent pas la RDC. Madame la Présidente, chers membres du Conseil, malgré cette désignation en tant qu'organisation terroriste, le groupe FDLR continue à prospérer grâce au soutien constant et au financement de la part de la RDC. Selon des rapports de l'ONU, les FDLR génèrent des millions de dollars de revenus annuellement grâce à des activités illicites, dont l'exploitation minière, l'exploitation du bois, le commerce de charbon, des levées fiscales illicites, l'agriculture et d'autres activités. Cet argent est dirigé vers les officiers et les dirigeants locaux des FARDC qui créent une économie du conflit, qui sape les efforts de paix et perpétue les violences. C'est une tendance à laquelle il faut répondre d'urgence et nous appelons le Conseil à demander des comptes à tous les auteurs en question. Madame la Présidente, une autre question fondamentale freinant la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération est la persécution qui se poursuit des communautés Tutsi congolaises. Discours de haine, exclusion, discrimination, violence contre cette communauté, tout cela doit être traité comme une composante centrale de toute solution pérenne. L'accord-cadre ne pourra pas atteindre ses objectifs si certains groupes continuent à être marginalisés et tués, simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Répondre à ce problème relève non seulement d'une obligation en termes de droits humains, mais constitue également une avancée pour bâtir l'unité nationale et une réconciliation au sein de la RDC. De plus, les souffrances des réfugiés congolais doivent être traitées dans le cadre d'une stratégie holistique pour la paix et la sécurité. Une paix durable continuera à nous échapper si nous ne faisons pas en sorte que les réfugiés congolais et les populations déplacées puissent retourner chez elles en toute sûreté, en toute dignité. Cela nécessite des mesures complètes pour répondre aux causes profondes du déplacement et pour faire en sorte que les réfugiés ne soient pas laissés pour compte dans le processus de paix. Le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda sont des avancées dans le bon sens, mais sans un engagement sincère à mettre en place un dialogue intercongolais. Le cycle du conflit continuera. Seul un dialogue inclusif et transparent, un dialogue qui rassemble toutes les parties prenantes autour d'une table de négociation, y compris les communautés marginalisées, permettra à la RDC de reléguer enfin aux oubliettes son passé trouble. Nous devons soutenir un dialogue qui permette de répondre aux griefs, cherche à promouvoir la justice et permette d'établir la confiance entre tous les citoyens congolais. N'oublions pas que le processus de Luanda à lui seul ne permettra pas de résoudre les problèmes de la RDC s'il n'est pas assorti du travail effectué dans le cadre du processus de Nairobi d'une manière inclusive. Et cela a déjà été affirmé au sein de ce Conseil. Madame la Présidente, je voudrais profiter de cette occasion pour apporter un éclairage sur la question des minéraux, telle qu'elle a été soulevée
par le secrétaire général dans son rapport sur la MONUSCO et par un certain nombre d'intervenants ce matin. La question de l'exploitation minière est quelque chose que l'on agite pour détourner l'attention des problématiques réelles et des causes profondes du conflit. Il est assez frappant, me semble-t-il, que le site minier de Robaya, en territoire contrôlé par les M23, bénéficie maintenant d'une attention particulière, vu en particulier qu'il était précédemment exploité par le groupe Pareco et un certain nombre d'autres groupes, la Codeco, l'FDLR, les Burundais, avec des minerais qui faisaient l'objet d'un trafic par le biais de la frontière avec le Burundi. Associer les minerais avec le M23 constitue à détourner le regard des causes profondes du conflit. Et cette problématique par rapport aux revendications politiques des Congolais kinyarwandophones de l'Est de la RDC. La seule solution pour répondre à l'exploitation illégale dans l'Est de la RDC est de mettre en place les infrastructures, les lois, les réglementations commerciales nécessaires, et tout cela ne sera pas possible sans paix. Attachons-nous à l'élément le plus crucial de notre transformation sociétale et économique, à savoir la paix en majuscule. Madame la Présidente, chers membres du Conseil, avant de conclure, je voudrais souligner et mettre l'accent sur 4 éléments centraux pour résoudre le conflit actuel, du point de vue de mon pays, le Rwanda. Premièrement, la RDC doit se montrer responsable face à sa propre crise. Elle doit gérer ses propres contradictions internes, les contestations existantes avec ses propres citoyens. Le groupe M23, qui est largement constitué de Congolais kinyarwandophones, est constitué des citoyens congolais. La RDC ne peut pas ignorer ce fait ou chercher à y échapper. Les doléances qui ont entraîné le conflit et le fait de devoir se battre pour ses droits, c'est quelque chose qui appartient à la RDC. Je voudrais souligner que le groupe M23 actuel n'est pas venu en RDC depuis le Rwanda. Ils sont venus d'Ouganda. Le groupe M23 qui est allé au Rwanda après sa défaite en 2013 était désarmé et cantonné dans l'est du Rwanda, près de la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie, à savoir à des centaines de kilomètres de la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et cela a été fait de manière délibérée pour créer cet éloignement, pour éviter toute déstabilisation du pays. Leurs armes ont été officiellement transmises au gouvernement de la RDC. Ça aussi, c'est un fait important. En quoi le M23 devient alors un problème du Rwanda? La RDC doit cesser d'externaliser ce problème en direction du Rwanda et doit s'approprier pleinement cette problématique et mettre en place un véritable leadership pour résoudre cette crise interne. Deuxièmement, cet auguste conseil est le gardien de la paix mondiale et régionale et de la sécurité mondiale et régionale. Et il doit donc être sérieusement préoccupé, voire alarmé, par le rassemblement de combattants étrangers dans l'est de la RDC. Depuis la résurgence du conflit, la RDC, de pays en pays, a mobilisé des combattants et un soutien militaire pour lutter contre ses propres citoyens, le M23. L'est de la RDC, aujourd'hui, réunit un cocktail de mercenaires européens et autres. Il y a des troupes du Burundi, les troupes de la mission de la SADC venant d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Malawi. On pourrait se demander si cela aide vraiment à trouver une solution pérenne ou si cela vient aggraver un conflit déjà très complexe, mettant en péril tout effort pour trouver une solution pérenne. Comme ce Conseil l'a déjà affirmé, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. La solution sera forcément politique. Ainsi, pour la RDC en tant qu'acteur étatique, le fait de recourir à l'engagement de mercenaires étrangers, le fait de rassembler les troupes étrangères et de mettre en place une prolifération d'armes orchestrées par l'État en direction de milices problématiques de Wazalendo qui ont commis des violations des droits humains, y compris des viols et des violences sexuelles. Des troupes génocidaires du FDLR dans l'objectif de lutter sa propre communauté Kinyarwanda, qui ne fait que demander et exiger que ses droits inhérents de citoyens soient respectés, ses droits humains, son droit de vivre dans la paix et la dignité sur ces terres ancestrales, est une problématique que le Conseil doit prendre à bras-le-corps et condamner. Troisièmement, la RDC doit opérer un désengagement des FDLR, un groupe
terroristes génocidaires, armés, qui constituent une menace existentielle pour le Rwanda. Le FDLR et ses groupes associés sont profondément ancrés actuellement dans l'armée congolaise, les FARDC, et sont armés soutenus par la RDC. Pour résoudre cela, il faut un désengagement complet des FDLR et il faut supprimer cette menace pesant sur le voisinage. Cela est au cœur du processus de Luanda. Quatrièmement, le Rwanda s'attache pleinement à améliorer les relations avec la RDC. Et nous considérons cela comme quelque chose de très sérieux et nous nous y attachons sincèrement. Nous reconnaissons que des bonnes relations entre nos deux pays sont dans l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre région. Nos peuples sont profondément liés d'un point de vue géographique, culturel, en termes d'infrastructures. Nous avons donc beaucoup à gagner d'une paix qui nous réunirait. Néanmoins, ces relations ne seront couronnées de succès que si nous travaillons tous dans le cadre des processus régionaux de Nairobi et de Luanda. Le Rwanda a sans cesse fait preuve de sa volonté de travailler de manière constructive et nous pensons qu'un engagement total dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi nous permettra d'ouvrir la voie à un avenir plus pacifique sous le signe de la coopération. En des termes plus simples, le Rwanda est convaincu qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème politique. En conclusion, Madame la Présidente, chers membres du Conseil, le Rwanda continue à s'engager pleinement dans le cadre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC, avec les bonnes mesures et un engagement renouvelé de toutes les parties. Nous pensons que cet accord-cadre peut toujours tenir sa promesse de paix et de stabilité. Le Rwanda se tient prêt à soutenir le travail de l'envoyé spécial, tous les efforts qu'il déploiera pour amener une paix pérenne dans la région. La région des Grands Lacs a un immense potentiel. Nous continuons à le souligner et la paix permettrait d'utiliser ce potentiel et de transformer notre région dans l'une de celles qui se développerait le plus vite en Afrique. Merci de votre attention.